Relire les classiques pour éclairer notre présent, ce que les écrivains ont à nous dire. Il vit de lecture et peut-être aussi un peu d'eau fraîche sur la scène du théâtre des Bouffes. Parisien, il reprend en ce moment Des écrivains parlent d'argent et conversation autour des portraits et autoportraits inspirés des croquis de Jean Cau qui portraitisa De Gaulle, mais aussi Queneau, Vian, Barthes, Sartre ou encore Rimbaud. Et Cocteau qui aurait dit: le drame de notre époque, c'est que la bêtise se soit mise à penser. J'ai fait une fausse liaison devant vous. Fabrice Lucchini, rebonjour, merci d'être resté avec nous. Le drame de notre époque, c'est que la bêtise se soit mise à penser, disait Cocteau. C'est un trait d'époque à ce moment-là, mais est-ce que ce n'est pas celui de toutes les époques? Un drame en tout cas à toutes les époques, cette bêtise. Bon, je ne suis pas sociologue, mais comme les moyens, les canaux étaient moins nombreux, puis on ne sait pas ce que ça veut dire. Camus dit une phrase très belle: la seule chose qui insiste, c'est la bêtise. Flaubert a été spécialiste de la bêtise, il en a été un objet d'émerveillement. La bêtise, c'est difficile à définir, il y a des livres dessus, Flaubert en a fait un sublime. Ce qui est magnifique dans Cocteau, c'est que la bêtise pense, c'est qu'il y a une gravité, je ne parle pas du drame que nous traversons, mais il y a une gravité, il y a un esprit de sérieux maintenant que certainement à l'époque de Cocteau, il n'y avait pas. Pourtant, c'était entre deux guerres, etc. Là, maintenant, c'est un esprit grave, de sérieux, où l'espièglerie, la drôlerie, l'humour, le second degré n'est plus praticable. Donc, après, la grande chose que vous voulez me demander, certainement, c'est comment ça éclaire. Alors, attendez, mais je fais ce que vous me dites. De quoi? Qu'est-ce qui est clair? Non, mais la vraie... Parce que, voilà, la bêtise pense... elle a une vertu, cette réplique, c'est elle pénètre, elle est efficace. Vous savez, au théâtre, il y a des moments où il faut proposer aux spectateurs des choses très longues, que ça soit Peggy, que ça soit Hugo, et puis par moments, boum, tu vois, quand tout d'un coup Cocteau a dit qu'est-ce qu'un Français, c'est un Italien de mauvaise humeur, boum, ça fait une respiration. C'est pas un matériau à penser, à réfléchir, c'est des bout de phrase. Des fois, ça peut avoir un côté mot d'esprit. Non mais là, Voilà. qu'est-ce que vous auriez quand même envie de nous faire lire ou relire en ce moment? Vous le dites sur scène aussi, Sioran, surtout pas. Non, mais Là, c'est une technique. c'est une boutade, mais C'est une totale boutade. Moi, je n'aime que... Je lis énormément Sioran, parce que Sioran nous rend... C'est compliqué. Il y a des gens que ça déprime. Moi, ça me donne de la vitalité. La seule question de Sioran, c'est la mort. C'est la mort. Il raconte cette entrevue avec sa meilleure amie qui lui dit: vous vous rappelez de notre copain là commun, ne le voyez surtout pas, il pense constamment à la mort. Et Sioran dit: mais à quoi voulez-vous qu'il pense? À quoi d'autre voulez-vous qu'il pense? Évidemment, ce serait beaucoup mieux de ne pas y penser, mais il n'y a rien d'anormal à ce qu'on y pense. Rien que ces trois phrases sont inadaptées dans notre époque. Évidemment que c'est mieux de ne pas y penser. Nietzsche a écrit des choses sublimes là-dessus, que la mort était une chose à ne pas penser. Mais en même temps, c'est compliqué. Tout ça est très compliqué. vous avez envie, vous, de penser à quoi? Je ne vous demande pas à quoi vous pensez, mais à quoi vous avez envie de penser en ce moment. Oh, je suis incapable de penser. Vous allez vers quel type de lecture pour vous amener Moi, vers je quel lis une type énorme d'humeur? biographie de Victor Hugo sur son exil par un énorme professeur remarquable. Je lis le livre de Cynthia Fleury que j'essaye de lire parce qu'il faut quand même être armé. Mais j'ai eu de la chance parce que je connais un peu Nietzsche et pas mal Max Scheler. Le livre de Cynthia Fleury, Sigi, la La mer, mer. parle énormément et du ressentiment et de Nietzsche. Alors bon, mais j'avoue que je le lis de manière homéopathique parce que je n'ai pas de formation philosophique. Je ne suis pas un intellectuel, je n'ai pas été à l'école. Elle, oui, psy et philosophe, Cynthia Fleury, le ressentiment, elle le présente comme une autre maladie contemporaine, hein, peut-être à côté de la bêtise, une maladie nourrie par nos colères, nourrie par nos renoncements, par nos peurs aussi. On va l'écouter parler de ce ressentiment qui est au cœur de ce nouvel ouvrage, Sigy la mer, chez Gallimard. Il y a des ferments, encore une fois, le conspirationnisme, le complotisme, le populisme, le fascisme sont des choses différentes. Pourtant, elles ont en partage
le fait de céder sur la pulsion ressentimiste, d'être construite autour de la pulsion ressentimiste et de considérer que il y a des victimes d'un côté et de l'autre côté des bourreaux, et que donc on va pouvoir rétablir une justice en détruisant ces bourreaux. Et le conspirationnisme est une vision tout simplement à l'échelle systémique de cette manière de voir les choses. En tout cas, ce que je vois aujourd'hui très clairement, de manière globale, sur les réseaux sociaux et dans le débat public, c'est une radicalisation du débat public, une binarisation, et ça, ce réductionnisme-là, il est typique des sociétés ressentimistes. Donc, très clairement, quand nous pratiquons cet usage-là des réseaux et quand nous pratiquons cet usage-là du débat public, nous renforçons la pulsion ressentimiste. Voilà, cette pulsion ressentimiste qui se Alors là, nourrit, elle l'adapte à un fait concret. C'est remarquablement écrit, c'est remarquablement expliqué, elle est claire, elle n'est pas abscon. Alors, je vais me permettre modestement de dire que le ressentiment, je ne savais pas ce que c'était. Alors, en ayant lu L'homme du ressentiment de Max Scheler, que Cynthia Fleury intègre énormément, Deleuze, Scheler et Nietzsche, je vous donne un coup de poing. C'est des bases très, très enfantines. Je vous donne un coup de poing. Vous me mettez une énorme droite. Votre colère ne se transformera pas en ressentiment parce que il n'y aura pas d'impuissance à me répondre et vous aurez un geste de combattant très sain. Vous me frappez, à moins d'être chrétien, je vous frappe, vous m'en mettez une énorme. Il ne naîtra pas en vous une pulsion inassouvie parce que empêchée par la peur, et elle ne se transformera pas en ressentiment. Le ressentiment, c'est un sujet fascinant. C'est un sujet fascinant parce que je me sens, moi, un être de pur ressentiment. Et 40 ans d'analyse n'ont rien fait à l'affaire. C'est quoi le ressentiment? On en veut aux gens, car on n'est pas heureux, même si on a des conditions matérielles bonnes. Le ressentiment, c'est la vie ne vaut pas le coup. C'est une succession. Pour ne pas être dans le ressentiment, il faudrait être dans cette délire nietzschéen du amor fati, la fatalité divine, même sa tragédie. Je suis totalement pas nietzschéen, j'adore Nietzsche, mais c'est très loin. J'aime mieux défendre les faibles et j'ai une nature de lâche, pas de lâche, peut-être pas que je me punisse, mais je suis traversé par la jalousie, je suis traversé par des colères inassouvies, car il existe à notre époque un abaissement de la frontalité des gens. Les gens ne se parlent pas l'un en face des autres. Il y a donc le ressentiment, c'est passionnant, c'est par là où ça se venge. Nous avons des vies pour la plupart des gens, la vie est difficile. Quel que soit le niveau social, c'est encore plus dur pour les gens qui sont écrabouillés par des problèmes matériels. Mais au fond, la vie, pour dire la phrase d'un grand ressentiment de Flaubert, qui était un être, selon Nietzsche, incarnant aussi le ressentiment, Baudelaire aussi, Céline aussi. Vous savez, si on fait la liste du ressentiment, qu'est-ce qu'est le contraire du ressentiment? C'est le gai savoir, c'est la joie de Spinoza, c'est l'acceptation de la tragédie chez Nietzsche. Oui, la vie est terrible, mais il n'y a pas d'au-delà. Il n'y a rien que là, l'immanence de ce moment. Tu es en face d'une femme qui est responsable de France Culture et tu vas mourir. Tu es ce que tu es, pas grand-chose, mais tu as le courage de vivre sans colère, sans haine, sans élever la voix, C'est impossible pour moi. Non, je ne parle pas d'élever la voix au niveau vocal, c'est d'élever la voix dans sa haine. Non, je trouve que cette manière un peu banale d'expliquer le ressentiment peut se compléter à cette grande intervention de Cynthia Fleury. Est-ce que vous avez évoqué, ce qu'elle dit bien aussi, Cynthia Fleury, c'est que ce ressentiment se construit sur le temps. C'est ça qui le différencie de nos haines, de nos colères. Ce que vous illustriez avec votre coup de poing ou symbolique, tel que vous nous l'expliquiez. Comment le dépasser, comment en guérir Alors c'est peut-être toute une vie d'analyse. Ça dépend. Mais c'est peut-être aussi un choix pascalien, un choix éthique, dit Cynthia Fleury. C'est peut-être d'aller un peu
vers le bonheur? Je veux pas. Ça, c'est des mots, c'est des conneries. Le bonheur, c'est un mot C'est un gros presque mot? indécent. Ah. Les gens sont accablés, on vit une tragédie. On a un personnel politique, pas politique, heureusement. On a un personnel aux hôpitaux. Je vais souvent à l'hôpital. C'est exemplaire, c'est somptueux, c'est des héros. Il y a un très grand texte de Roederer, je crois, où il explique comment c'est-il que ces gens dépassent, même s'il a l'air de dire qu'ils en peuvent plus, comment ces gens merveilleux, tous les soignants, dépassent leur petit intérêt personnel. Alors eux, ils ne sont pas dans le ressentiment. Moi, en tant que pessimiste, je ne vois pas comment on sort du ressentiment. Il n'y a pas aucune solution, aucun régime marxiste, même s'il nous a promis le bonheur. Je ne vois pas Staline ayant produit pas de ressentiment. Moi, je lis le Goulag en ce moment. Ça n'a pas l'air d'être dans l'affirmation du bonheur. Le ressentiment, il me semble, je ne suis pas un philosophe, je n'ai pas la compétence, ça va pas. On attendait autre chose, on voulait autre chose. Alors Freud peut nous éclairer. Nous ne sommes jamais satisfaits, nous sommes confrontés à des épreuves, nous sommes confrontés à de l'agressivité, nous sommes confrontés à une déliquescence totale de la courtoisie qui règne dans la société actuelle, c'est-à-dire que en plus qu'on ne voit plus les visages au sens de Lévinas, nous ne voyons même plus le visage de l'autre avec ce masque que nous portons, puisque nous respectons absolument tout ce que le gouvernement nous dit. L'individualité obsédante dans laquelle tous les gens des TGV, moi je joue en province, je vais partout, il n'y a plus aucun regard. Il n'y a plus aucun regard dans la société. Il n'y a plus aucun regard, puisque le truc, et j'en suis une victime, pac, tout de suite, on regarde des films, on ne sait pas qui est l'autre, on veut être communiqué partout, mais alors l'autre, c'est la phrase de Nietzsche, comme le prochain est dur à digérer. Je pense réellement que sortir du ressentiment, ça serait un miracle qui peut se faire, selon Cynthia Fleury, par la psychanalyse, c'est une optimiste, ou par un miracle mystique. Tout d'un coup, on est traversé par la grâce et nous nous débarrassons des passions tristes. Et on ne dit plus les choses en face, on n'échange plus, on ne s'engueule plus, on ne se réconcilie plus. Ce déversement de haine, notamment sur les réseaux sociaux, qu'évoquait à l'instant comme une illustration dans ce cas précis Cynthia Fleury, il a fait partie aussi de l'engrenage qui a conduit à l'assassinat de ce professeur d'histoire-géographie à Conflans-Sainte-Honorine, à l'assassinat de Samuel Paty. Un hommage national lui sera rendu ce soir, nous disait à l'instant Thomas Cluzel. C'est intéressant parce qu'à travers Samuel Paty, à travers cet enseignant, ce qu'on entend beaucoup, c'est aussi que c'est l'idée même de la transmission qu'on a voulu tuer. Vous dites souvent, c'est pas à l'école que pour moi la transmission essentielle s'est faite, mais peu importe, il y a beaucoup de lieux de transmission. Ça, c'est un cas tout à fait personnel. Oui, mais il y a moi, je n'y ai pas lieux. été, mais je l'admire et je la vénère et je joue Peggy tous les soirs. Voilà, et quel que soit le lieu de la transmission, cette idée d'une transmission qu'on a pu tuer, de ce passage de relais, vous l'évoquez dans ce texte de Peggy sur scène, extrait de L'Argent, étonnamment. Oui, 1913, ouais. Peggy écrit quelque chose d'extraordinaire, je vous le fais rapidement. C'est un hommage au maître. Hein. Oui, c'est vraiment un hommage au monsieur qui a été décapité. Mais comment ne pas regretter la sagesse d'avant, dit Peggy. Comment ne pas donner un dernier souvenir à cette innocence que nous ne reverrons plus. On ne parle aujourd'hui que de l'égalité et nous vivons dans la plus monstrueuse inégalité économique que l'on n'a jamais vue dans l'histoire du monde. On vivait alors. On avait des enfants. Ils n'avaient aucunement cette impression d'un étranglement économique. Là, je ne développe pas parce que ça parle de l'argent et de la brutalité du système, même en 1913. Et il termine en disant, et je pense que c'est le petit hommage qu'on peut faire à mon niveau, de tout ce peuple. Les meilleurs étaient peut-être encore ces bons citoyens qu'étaient nos instituteurs. C'est vrai que ce n'était point pour nous des instituteurs, ou à peine. Non, c'était des maîtres d'école. Et nos maîtres d'école étaient l'essence de notre société. Ils faisaient le plus beau métier du monde. Ils transmettaient Hugo, Corneille, Racine, La Fontaine. Ils étaient habillés en costume noir avec un liséré violet. Nos maîtres d'école. Et là, ça se développe inlassablement.
Nos maîtres d'école et cette transmission qui se Tu sais joue là. pourquoi? Non. Parce que Péguy est parti, aurait dû être en tant que fils d'ouvrier, paysan à Orléans, fils d'une rempailleuse. Il va en 1900 et quelques à l'école. Un professeur génial qui s'appelle le professeur Naudy, un maître d'école, regarde ce gosse et dit il faut qu'il fasse du latin et du grec. Et cet homme va arracher Péguy à sa condition de très très grande pauvreté et va lui faire les plus longues études sans argent. À cette époque-là, l'ascenseur social républicain fonctionnait et Péguy va devenir normal sub, va devenir le plus grand penseur, le plus grand défenseur de Dreyfus et va devenir un pamphlétaire, un polémiste qui va attaquer Jaurès et Blum en disant, lui, son socialisme était tellement extraordinaire et exalté. Comment vous, dit-il à Jaurès et à Blum, un des deux, vous osez parler à des gens qui travaillent alors que vous ne travaillez pas? Voilà, parce que pour Péguy, c'est gagner sa vie qui est l'essence même de son éthique. C'est montrer que le capitalisme de 1900 a attaqué en quelque sorte tous les gens qui ne demandaient rien et qui vivaient, comme dit Finkielkraut, de pain et de livres, pour citer Péguy. Travailler, c'est prier. La figure du maître, de cette idée de transmission du savoir. Alors, il y a des hommages qui lui ont été rendus à cette figure par Elle est de essentielle. grands Regardez, écrivains. moi, On je pense vous à ai dit que Camus. si j'avais pas eu Cochet, et si j'avais pas eu Exactement. mes maîtres, et si j'avais eu Jouvet, qui est mon maître, parce qu'il a laissé le plus grand témoignage dans l'histoire du théâtre, je n'aurais rien compris à ce qui m'arrivait. Jouvet, qui vous a dit quoi sur le rôle, qui vous a appris quoi sur le rôle de l'art, de la culture, qui vous a transmis quoi sur Jouvet, l'importance. évidemment, est mort en 51, donc il est mort au moment où je naissais, donc évidemment, il n'y a pas eu de rencontre. Mais Jouvet dit, il écrit un livre fondamental, essentiel, qui s'appelle Le Comédien désincarné. Et la préface commence par « Document clinique d'un esprit anxieux pour qui le théâtre n'a jamais été éloigné de la fraternité ». La fraternité dont parle Jouvet n'a rien à voir avec un côté tous ensemble, on est potes, allez les gars, non, ça n'a rien à voir avec ça. La fraternité de Jouvet, c'est des gens viennent dans une salle de théâtre. On sait que c'est dérisoire par rapport au problème de la France. Je suis pas là auto-centré, le théâtre, le théâtre. Il y a des milliers de problèmes, des centaines de restaurants qui vont fermer, des milliers de gens, et le théâtre est un épiphénomène. Mais il n'en demeure pas moins qu'ils viennent, comme dit Terzieff, des solitudes viennent, 300, 400, 500, ils viennent, et pendant 1h30, ils écoutent, l'acteur est cet intermédiaire entre... C'est unique parce que ça ne ressemble pas à la télévision, c'est unique parce que ça ne mâche pas le travail, ça ne donne pas à penser ce que le public doit penser, le public pense ce qu'il veut, il le reçoit complètement différemment. Et vous, acteurs, vous tentez de fédérer ces 400 personnes, ces 350 personnes. Et c'est un art du moment, c'est un art de l'instant et de l'instantané. Louis Jouvet. Mesdames, Messieurs, le théâtre n'existe que dans l'acte du théâtre, dans cette fusion, cette effusion de la représentation, dans le moment dramatique, à ce moment unique où les éléments, les participants, auteurs, acteurs et spectateurs, entraînés, dépossédés d'eux-mêmes, dessaisis de leur caractère et de leur choix, restitués à une sensibilité neuve, à une intelligence souveraine, se fondent et se dissolvent peu à peu les uns dans les autres. À ce moment où ils perdent leur personnalité, où toute faculté consciente et raisonnante ne résiste plus à la chaleur de l'acte lui-même. À ce moment où, dit le poète français Arthur Rimbaud, « je est un autre que moi ». Par une magie singulière, tous ceux qui franchissent le seuil d'un théâtre subissent en eux-mêmes ce transport, cette modification. Un être nouveau se révèle en eux. Des disponibilités, des facultés nouvelles jaillissent et affleurent, les dotant d'une sensibilité et d'une intelligence neuve. À peine passé la porte du théâtre, que ce soit par l'entrée des machinistes ou des artistes, ou que ce soit par le vestibule du contrôle, je est déjà un autre que moi. C'est bouleversant complètement. C'est pour ça que ma vie
Je trouve ça bouleversant d'intelligence, d'humilité, de génie de formule. Nous vivons en ce moment quelque chose que malheureusement Jouvet n'a pas connu, mais nous on vit séparés, on les sépare, on met 2 mètres entre chaque. On a l'espoir que c'est magnifique, je est un autre. C'est une immense qualité d'être spectateur de théâtre. C'est accepter de dire qu'on peut être dépossédé de son petit moi, de ses petits ressentiments. Et face à une parole, face à un verbe, peut-être qu'un spectateur peut accepter. C'est pour ça que c'est miraculeux qu'au Bouffe parisien, des gens à 18h ou 18h30 continuent à venir. Évidemment, je ne retrouve pas la frénésie délirante quand c'était 1000 personnes à la Porte Saint-Martin. Je ne retrouve pas l'hystérie incroyable, enfin la chaleur qu'il y avait quand on pouvait remplir entièrement. Et pourtant, on continue. C'est pas héroïque. Les seuls héros, c'est les médecins et les soignants. Nous, on est des tout petites personnes. Mais je suis bouleversé par ce que j'ai entendu. Je ne le savais pas. Je ne connaissais pas son texte. D'avoir défini que aller au théâtre, c'est accepter que je est un autre. C'est une belle archive, Ina, de Louis Jouvet qu'on entendait là et qui vous fait réagir. C'est ce qui explique aussi qu'au moment où les nouvelles annonces de couvre-feu ont été faites, vous ayez réagi, vous aussi, vivement, Fabrice Lucchini, avec cette idée que quand même on nous enlève encore quelque chose. Oui, c'est un tout petit mouvement d'humeur, mais Oui, mais quand même, qui s'explique. On n'a pas annoncé idiot, la fermeture des C'était un théâtres. tout petit mouvement d'humeur, mais je voulais surtout citer Jules Romain, qui est normalement de l'humour. C'est assez merveilleux parce que Knock annonce qu'il aimerait mettre les gens au pieu, mais c'est évidemment par amour. Knock est un personnage fondamental pour Jouvet. Knock, on ne sait pas si c'est un charlatan. C'est peut-être un immense médecin selon Jouvet. On ne saura jamais qui il est. Et effectivement, l'idée des prestations rectales, c'est normalement de l'humour. Mais évidemment, comment vous dire que ça ne met pas... Pour cette histoire d'hôpital, il m'a fallu dîner. J'y vais souvent à l'hôpital, pour plein de raisons. Et j'ai donc eu la chance de déjeuner avec un grand professeur, 3 professeurs importants de 3 hôpitaux différents. J'ai un peu compris, c'est que ça fait 20 ans qu'ils demandent des moyens. Voilà. Mais le petit texte de Jules Romain, ça n'avait comme ambition que d'être un peu d'humour. Et c'est vrai que c'est de plus en plus compliqué pour nous, mais on ne va pas se plaindre, on n'est rien dans la société par rapport à l'importance de tout ce que traversent les Français. Quand vous dites on n'a plus envie d'aimer ce gouvernement ni rien, c'est un peu plus qu'un trait d'humour. On sent qu'il y a quand même aussi... Non, je n'ai pas d'opinion sur le gouvernement. C'est pas une question d'opinion. Est-ce que c'est pas aussi une sorte de colère, une envie de leur dire la culture, elle est essentielle aussi aujourd'hui. Oui, c'est non, important. parce que je ne suis pas militant, c'est un petit mouvement d'humeur et j'ai bien précisé. On n'a plus envie d'aimer, mais il n'est pas impossible que qu'on les re-aime. On doit être derrière eux. Ils traversent une chose hallucinante. Je ne peux pas me permettre, je n'ai pas les compétences pour savoir s'ils maîtrisent ou pas. Je n'ai pas à émettre du ressentiment pour ou contre. Je me contente de dire que je ne suis pas compétent. J'ai eu un petit mouvement d'humeur parce que j'avais déjà organisé, c'est très médiocre, hein, tous les horaires et Vlatipa qui les rechange. C'est très compliqué, mais la France traverse des choses bien plus compliquées. Voilà. Alors comme le dit votre camarade musicien Renaud Capuçon, vous le dites, il faut s'adapter, mais il faut surtout être actif, il ne faut pas rester sur sa chaise, il ne faut pas se lamenter. C'est compliqué, mais c'est comme ça. Et dans une situation d'urgence sanitaire, on n'a pas le choix. Réagir. Donc, vous citiez ce texte de Knox, cette prophétie de Jules Romain, qu'avez-vous fait de mon village? Il n'y a plus que des hôpitaux. Et c'est vrai que c'est intéressant. Mais pendant le confinement, c'est pas il est impressionné le triomphe que de la Knock ait médecine. réussi ça, hein, l'autre Toubib. Il revient, il avait un client par an et maintenant il y a plus des hôpitaux. Et il dit, et puis voilà. Et c'est merveilleux parce que l'autre dit, voilà, mais c'est de la métaphore. C'est la condition Jules sanitaire. Romain, un immense auteur. C'est pas Knock que tout le monde s'est arraché pendant le confinement, c'est La peste de Camus, Fabrice Lucchini. Après Paris est une fête d'Hemingway, ça c'était en 2015 au moment des attentats. Après Notre-Dame de Paris de Victor Hugo, ça c'était quand la cathédrale a brûlé. Il y a cette littérature un peu catharsis, refuge dans des moments un peu douloureux ou incompréhensibles pour nous, cette envie de rouvrir un livre, d'aller voir ces vieux auteurs, ces classiques, ces morts, pour essayer d'éclairer un peu notre présent. Dans La peste de Camus, souvenez-vous, Oran, les années 40, une épidémie de peste qui sévit, et pourtant on va au théâtre. Et pourtant, Fabrice Lucchini, les représentations, elles ont lieu.
il y a un côté miraculeux. Pendant le confinement, c'est la première fois que je fais ce qu'on appelle un acte citoyen. Je me suis dit, je vais faire tous les 3 jours une fable de La Fontaine. Mais j'ai pas eu envie de faire la peste. J'ai pas eu envie. J'ai fait plein de choses. J'ai fait un lièvre en son gîte songeait. Car que faire en un gîte, à moins que l'on ne songe? C'était vraiment notre vie, hein, parce qu'on était dans notre gîte et on songeait, puisqu'on n'avait plus le droit de bouger. Et puis je m'étais demandé sur un mal qui répand la terreur, un mal que le ciel en sa fureur inventa pour punir etc. La peste, puisqu'il faut l'appeler par son nom, capable en un jour d'enrichir l'acquérant, faisait aux animaux la guerre, ils ne mouraient pas tous. Mais tous étaient meurtris. J'ai pas voulu, parce que ça augmentait l'anxiété. Mais La peste de Camus, je l'ai relu effectivement, dans cette période-là. Et vous voulez dire que c'est miraculeux qu'au Bouffe Parisien, à 18h le lundi, à 18h30 en semaine, des gens viennent écouter des auteurs. Moi, ils m'impressionnent. Et c'est miraculeux. C'est Quand miraculeux, c'est même aussi, hors non, Covid. mais c'est aussi miraculeux, et c'est ce que nous dit La peste de Camus, qu'en temps d'épidémie, on puisse choisir de laisser les portes des théâtres ouvertes. Ça veut dire quelque chose. On pourrait en dire autant des cinémas. Non? Je pense que même hors Covid, c'est miraculeux que des gens ne mènent pas les radios, les télévisions à information continue et osent venir. C'est miraculeux, puis là maintenant, c'est hallucinant. Parler de la peste avec style, Albert Camus raconte. Vous constaterez que la peste est composée de 5 parties. La première est écrite dans le style que je dirais individuel. Ce style individuel retrace les aventures des citoyens d'Oran et les montre évoluant dans leur univers naturel. Dans la deuxième partie, la peste est déjà arrivée. Elle n'a pas encore fait son travail d'amalgame. Vous trouverez donc dans la deuxième partie les 2 styles. Le style individuel plus un style propre à retracer les étapes de la maladie. Dans la troisième partie qui est au sommet du livre, la peste règne sur la ville. Immédiatement, le style individuel disparaît et on ne trouvera que le style collectif dans cette troisième partie. À partir du moment où la peste recule dans la quatrième partie, au contraire, le style individuel commence à faire son apparition et à la fin du livre, c'est lui qui s'imposera puisque la peste est partie. Et vous vous souvenez peut-être que le livre se termine sur l'image d'un homme seul dominant la ville et se livrant à une méditation solitaire. Il y a donc là, dans la composition du livre, un entrelacement extrêmement étroit des 2 styles qui me paraissait convenir à l'intention du livre et à son sujet à proprement parler. La peste n'a pas encore fait son travail d'amalgame, nous dit Camus, et c'est le problème des épidémies aussi, pas simplement de ces questions de style, cette capacité qu'elles ont à fracturer à un moment les collectifs, et on l'évoquait avec vous, Fabrice Lucchini, la culture comme besoin vital, ce besoin qu'on ne peut pas suspendre, et ça fait du bien. Charles de Gaulle, il détestait les intellectuels et il vénérait les écrivains. C'est ce que nous raconte Jacques Julliard dans un livre à paraître consacré au général de Gaulle, un livre à paraître aux éditions du Cerf, avec, dans les 2 cas, quelques exceptions, dit Jacques Julliard. Alors ceux qui l'aimaient, et ça nous rapproche un peu de vous, c'est Péguy, mais c'est aussi Claudel, Bernanos. Mauriac. Ces écrivains-là qui lui étaient chers. Ça, c'est des écrivains, et parfois vous allez, on va y revenir, vers des pamphlétistes aussi, vers des écrivains plus polémistes et plus clivants, mais ce sont aussi des écrivains qui savent, à un moment, réunir sur quelques valeurs importantes. Pas les pamphlétaires. Hein. Non, je vous parle de Péguy. Oui, Péguy, oui. Claudel. D'abord, le point commun, c'est des immenses lyriques. C'est une langue qui s'élargit. C'est marrant d'ailleurs que de Gaulle, quand j'ai le temps, mais j'ai plus le temps maintenant le soir, je fais le portrait de Gaulle par Jean Caux. Il n'avait pas d'os. Ça commence comme ça. Il y a un très beau portrait de Gaulle. Oui, évidemment, mais c'est impressionnant. Un homme comme de Gaulle qui commence ses mémoires par une citation de Nietzsche. C'est très déroutant. Il écrit au tout début du livre « La vie n'est rien, rien ne vaut rien, et cependant tout arrive, mais c'est indifférent ». Vous vouliez me dire ?
Non, vous êtes dans la nostalgie, vous, un peu des grands hommes, grands intellectuels, grands hommes politiques. Ah, pas tellement, non. L'époque, est-ce qu'il faut? On fantasme certainement le passé, mais là, on a du grain à moudre sur le ridicule, la barre. C'est les voyages en train qui m'impressionnent le plus. C'est l'absence de regard, l'absence de courtoisie, la dureté, l'infini. Tu te dis effectivement, qu'est-ce qui fait nation? Qu'est-ce qui fait, c'est un mot à la con, qu'est-ce qui fait que les gens sont français par la langue, puisqu'ils sont rivés à des appareils absurdes pour dire inlassablement « je suis là, j'arrive, je suis là ». Mais oui, d'accord, mais pourquoi nous imposer que tu es là? Oui, tu es là, c'est merveilleux. Et les gens qui donnent des conseils, enfin peu importe, comme dirait Beckett, ne parlons pas de notre époque, elle n'est pas pire qu'une autre. Voilà, elle n'est pas pire qu'une autre. Voilà ce que disait Jean Cau sur De Gaulle. Il n'avait pas d'os, ses vêtements paraissaient flotter sur lui. Le regard, la peau du visage, les mains au bout de l'ombre, ça flottait. Il flottait sur la France à coups de miracle, comme l'autre marchait sur les eaux. Il y avait en lui, ça a déjà été dit, de l'éléphant aux oreilles battantes. Ça commence comme ça. Je voulais qu'on termine avec un mot de vous sur un auteur un peu mis de côté, un peu plus marginalisé, qu'on connaît moins, c'est Philippe Meuret, puisqu'on est en plein couvre-feu et qu'il avait, lui, un certain sens de la fête, en tout cas qu'il avait développé sa théorie du festivisme, si je le dis bien. C'est-à-dire qu'il est essentiel. En quoi il nous éclaire aujourd'hui? Écoutez, il a conceptualisé le prénom, puis personne n'a de nom. Ça, c'est un des symptômes du festivus. Jean-Claude a assassiné Jean-Pierre, mais on a la chance que Martine va nous témoigner des choses. Il n'y a plus de nom. Pourquoi il n'y a plus de nom? Parce qu'il ne faut pas qu'il y ait d'héritage. Parce qu'il ne faut pas qu'il y ait de passé. Il a conceptualisé de manière définitive le festivus, c'est-à-dire l'homme qui fait la fête, non pas comme une fête merveilleuse, mais comme un système totalitaire qui nie toutes les nuances négatives et positives du réel pour en faire une doxa autoritaire. Il a prophétisé les prénoms, il a prophétisé le festivus, il a prophétisé le tourisme. Houellebecq lui doit beaucoup de choses, à mon avis, grand écrivain Houellebecq, mais il a prophétisé le tourisme, il a prophétisé les nominations qui, si un Balzac revenait, serait incapable de définir qu'est-ce qu'un agent d'ambiance, par exemple. Qu'est-ce que c'est que ces mots, agent d'ambiance? Et Murray s'interroge en disant « Et c'est quoi un agent d'ambiance qui se mettrait en grève ?» C'est des vraies questions. Donc Murray est prioritaire, essentiel. Vous avez vu à quel point le festivus est au centre, mais personne n'a compris Murray. Les gens pensent qu'il n'aime pas la fête. C'est pas la fête comme on peut imaginer, la fête merveilleuse orientale ou je ne sais quoi. C'est le festivus, l'homme qui pense que le réel, de la même manière qu'un guide de bord a parlé du spectaculaire, Murray a parlé du festivus. Vous avez juste le temps d'un dernier aphorisme. Tout finira dans la canaille. Merci beaucoup à vous, Fabrice Lucchini. Énorme merci de Nietzsche. D'être venu passer cette longue heure avec nous, d'être venu autour de cette grande table. Et à toute l'équipe, c'est-à-dire à Henri Leblanc, qui a préparé et programmé cette émission. En tout cas, bravo. Avec Jean Bulot, Oriane Delacroix, Laura Dutèche-Pérez. Merci à Madeleine Martineux aussi. Et à nous. Il faudrait les décrire, ces cinq personnes merveilleuses. On va donner leur nom. Il y a une dame au fond. Au premier rang, c'est Thomas. Il y en a un sur la droite qui a baissé le masque. Avec Baptiste Lénard, Philippe Alexandre, Ted Hugou. Il faut qu'on vous laisse. Merci beaucoup. Et ils sont incroyables.